23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Très heureuse de vous retrouver pour ce dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une ce soir, un conseil des ministres tenu ce matin au palais de la présidence, conseil présidé par le chef de l'État, plusieurs dossiers examinés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, également plusieurs nominations annoncées. La première dame de Côte d'Ivoire à la célébration des 30 ans de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Marraine de la cérémonie, Dominique Ouattara a primé ce mercredi les meilleurs élèves de cette école. Dans l'actualité également, la deuxième édition de la Semaine nationale de la propreté. L'opération a été lancée hier mardi, c'était dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi matin au palais de la présidence, conseil présidé par le chef de l'État, plusieurs dossiers examinés, également plusieurs nominations annoncées. On fait le point avec Viviane Aïmé. Dernier conseil des ministres avant les vacances du gouvernement qui commencent bientôt. Plusieurs dossiers encore en instance ont été traités au cours de la séance qui s'est tenue ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'on se souvient que lors de son passage le 9 décembre dernier dans la commune d'Abobo pour le lancement des travaux de bitumage des voiries du district d'Abidjan, le président de la République avait annoncé un plan d'urgence pour la commune d'Abobo. La promesse vient d'être concrétisée. 173 milliards 600 millions de francs viennent d'être dégagés pour améliorer les conditions de vie des populations dans cette commune. Ce plan d'un coût de 173,6 milliards de francs CFA comprend le renforcement des infrastructures économiques, la mise aux normes des services et équipements sociaux collectifs, l'amélioration de l'environnement urbain, la promotion de la sécurité, de la protection civile et l'appui à l'insertion socio-économique. Ce plan inclut des travaux importants en matière de construction, de réhabilitation de la voirie urbaine à Bobo, au niveau du transport public, de l'électricité, de l'éclairage public, au niveau des infrastructures d'assainissement, de drainage, de la salubrité, au niveau de l'éducation, de la santé notamment avec la construction d'un CHU et de 4 hôpitaux généraux, également des infrastructures en matière de sport et loisirs, pour occuper plus sainement la jeunesse de cette commune. Des équipements également au niveau des marchés, de la protection des biens et des personnes, etc. etc. Donc c'est un vaste plan qui aujourd'hui a été validé par le Conseil, qui a instruit l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures en vue de sa mise en œuvre diligente. Le Conseil a par ailleurs décidé la réhabilitation de nombreuses autres infrastructures grâce aux bénéfices financiers résultant de l'admission de la Côte d'Ivoire au MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le comité de gestion des investissements du MCC à Washington a décidé en juin 2017 d'octroyer à la Côte d'Ivoire la somme en équivalent CFA de 314,8 milliards de francs CFA pour le financement de projets principalement dans le secteur de l'employabilité des jeunes et dans celui de la productivité des entreprises. Il s'agit notamment de la réhabilitation du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de la place Akwaba jusqu'au pont Félix Houphouët-Boigny, du boulevard du Port, du boulevard de Vridi, qui aujourd'hui est complètement saturé, du boulevard de la Paix, de la voie express de Yopougon, qui est également un gros besoin de réhabilitation, du boulevard de Petit Bassam, etc. Et ce financement, qui est un don, je dois le préciser, inclut également la construction de plus de 70 collèges de proximité, de 3 à 4 centres de formation technique. La question récurrente de la lutte contre la vie chère a de nouveau été examinée au cours de la séance de ce mercredi. Le Conseil a adopté un plan d'action qui devrait permettre dans un proche avenir à l'ensemble de la population d'avoir accès à l'eau potable à un coût abordable. Le gouvernement a identifié des projets structurants inscrits au plan d'action prioritaire 2017-2020. Ces projets représentent un coût de 1 320 milliards de francs CFA
Et ils vont permettre de porter le taux d'accès à l'eau potable à 95% de la population en 2020, au minimum. Le programme s'exécutera en 2 phases. La première phase coûtera 200 milliards de francs CFA et la deuxième phase est évaluée pour le moment à 1120 milliards de francs CFA. Un autre dossier, et non des moindres, qui était aussi sur la table de ce dernier Conseil des ministres avant vacances, c'est celui du règlement de la totalité de la dette due aux fournisseurs de l'État. À la date du 28 juillet 2017, un montant global de 232,1 milliards de francs CFA, qui correspond aux arriérés de cette dette, a été totalement décaissé au profit des fournisseurs de l'État et de ses démembrements. Les paiements effectués concernent les dépenses budgétaires enregistrées dans les livres du Trésor qui étaient en instance de paiement chez les comptables publics. Ces paiements concernent tous les secteurs, principalement l'éducation, la santé, l'énergie, la sécurité, le transport, etc., etc. Également, le remboursement des souscripteurs de l'agrobusiness était encore une fois à l'ordre du jour. L'élément nouveau, plusieurs autres comptes appartenant à des sociétés d'agrobusiness viennent d'être saisis. À la suite des recherches qui ont continué à être faites par le procureur de la République et la police économique, des ressources additionnelles de 1,150 milliard de francs CFA ont pu être mobilisées et donc sont en ce moment consignées dans un compte séquestre. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan, appuyé par le procureur de la République, a ouvert des procédures judiciaires à l'encontre de 23 sociétés d'agrobusiness. Et sur ces 23 sociétés, il y a 6 dirigeants qui sont actuellement en détention. Évidemment, les enquêtes se poursuivent. Nous continuons d'espérer recouvrer des sommes encore plus importantes pour permettre de rembourser une part plus importante des investissements qui ont été réalisés par les souscripteurs. Le Conseil a en outre procédé en sa séance de ce mercredi à plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle. Et non loin du palais de la présidence, à la primature, le Premier ministre a accordé ce mercredi une audience à l'ancien vice-premier ministre portugais. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et Paulo Cabral ont évoqué le renforcement de la coopération entre les deux pays. Alexis Oudraogo. Paulo Portas, ancien vice-premier ministre portugais, à la primature ce mercredi. Après le forum économique ivoiro-portugais tenu mi-juillet à Abidjan, de nouveaux axes de coopération économique se signalent. La Côte d'Ivoire est l'économie africaine avec plus forte croissance en 2015, 2016 et je crois que va répéter 2017. Quand on a une telle croissance, ça veut dire que les réformes de la Côte d'Ivoire sont les réformes nécessaires, que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un modèle d'attraction d'investissement et de compétitivité, et que ça honore le travail du gouvernement et de son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire. Et si une entreprise comme Motengil regarde très attentivement Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un rationnel en Côte d'Ivoire qui est à l'origine de cette curiosité et de cette volonté d'aider dans un esprit de co-développement la croissance de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Portugal ont pris l'engagement de renforcer leur coopération. Déjà, une convention existe. Elle évite la double taxation entre les deux pays. La première dame de Côte d'Ivoire à la célébration des 30 ans de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Marraine de la cérémonie, Dominique Ouattara a primé ce mercredi les meilleurs élèves de cette école qui forment au métier maritime. On fait le point avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé-Saoui. Sur les rives de la lagune Ébriée, dans le quartier Yopougon-Niangon-Lokwa, se dresse un édifice à la hauteur des ambitions d'intégration de 15 États africains. Cet édifice, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. À son actif, plus de 8000 élèves formés au métier maritime en 30 années d'existence. Mais force est de reconnaître
L'Académie de la mer a de tout temps été prisée par les jeunes hommes. Les métiers de la mer sont des métiers qui ne sont pas des métiers faciles. Ce sont des métiers qui sont pourvoyeurs d'emploi, de richesse comme on dit, mais ce ne sont pas des métiers faciles. Je prends par exemple la navigation. Aller en mer pendant des mois sur l'eau, ce n'est pas évident. C'est pas évident et donc pour une femme, c'était pas évident au départ. Depuis quelques années, la gente féminine s'intéresse de plus en plus à cette école. Pour 2017, l'Académie compte 109 filles dans son effectif. Et elles étaient nombreuses ce mercredi à présenter les honneurs militaires à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de la célébration du trentenaire de leur école. Commandant de troupes, République du Congo, inspection de troupes terminée, arrosant Madame la Première Dame. Madame la Première Dame et chère maman, cette journée de l'excellence et du genre, dont vous êtes l'inspiratrice, vient nous faire prendre conscience que la femme, aux côtés de l'homme, doit accepter de se former, de se battre pour s'affranchir des pesanteurs socio-culturelles afin de mieux apporter sa contribution à l'émergence de nos États. Lors de cette cérémonie, la première dame, Dominique Ouattara, a primé les meilleurs apprenants de l'année académique 2017. Fait notable, pour la plupart des cycles de formation, ce sont ces jeunes filles qui arrivent en tête, démontrant ainsi la capacité de la femme à exercer dans le domaine maritime. À nos jeunes sœurs ou à nos filles de l'Académie, je voudrais les féliciter pour leurs brillants résultats scolaires qui démontrent combien la jeune fille peut être aussi méritante que le garçon si elle s'adonne avec dévouement et abnégation aux études. 30 ans au service de l'intégration sous-régionale avec pour mission de permettre aux États africains de répondre aux défis maritimes. La première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'action de l'Académie régionale de la mer. Depuis sa création en 1987, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer constitue l'un des piliers de l'intégration régionale dans le domaine des métiers de la mer. Je voudrais enfin vous dire, chers élèves, que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans la voie que vous avez prise et à exceller dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de votre vie. Le métier de la mer que chacun de vous a choisi est un métier noble et passionnant qui vous amènera à découvrir le monde et à réaliser vos rêves. Je voudrais donc vous inviter à le pratiquer avec beaucoup de conviction et de motivation. C'est le centre de santé de l'Académie régionale de la mer qui sort grand bénéficiaire de cette visite de Dominique Ouattara. La fondation Children of Africa vient de lui offrir une nouvelle ambulance, plusieurs nouveaux équipements et 1000 doses de vaccins contre la fièvre typhoïde. Voilà, les festivités des 30 ans donc, de l'ARSTM se poursuivent autour donc, de l'excellence et de la promotion du genre. Direction le Conseil constitutionnel où 3 nouveaux conseillers ont prêté serment ce mercredi après leur nomination par le président de la République. C'était en juillet dernier. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu aujourd'hui même au siège de l'institution au Plateau. On y va avec Gabriel Zani. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ils sont 3 à prendre cet engagement ce mercredi. La première femme doyenne de la faculté de droit, Jacqueline Loès-Oble, les magistrats Oyi Rachi, Ali Touré et Vincent Kouadiei. Tous 3 ont été nommés par le président de la République comme conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. À ces vétérans du droit, le président du Conseil constitutionnel conseille la sagesse. Madame et messieurs les conseillers qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite à vous souvenir en permanence de ce que les membres du Conseil constitutionnel sont aussi appelés parfois les sages. Aussi voudrais-je vous exhorter à garder constamment à l'esprit que vous êtes entrés dans la maison des sages et que vos décisions et avis devront être empreints de sagesse. Avec ces 3 entrants, le président du Conseil constitutionnel a dorénavant une équipe de 6 conseillers. Ils ont tous le droit de réserve sur les questions juridiques, politiques et sociales, même à titre privé. Leur nomination, une marque de confiance du chef de l'État.
Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République qui m'a fait confiance pour me mettre à ce niveau. Et puis je compte sur les autres collègues et le président pour qu'on puisse faire avec beaucoup d'honnêteté et, comme on l'a dit, d'impartialité, le travail qui nous sera soumis. Une nomination constitue une source de fierté, d'immense joie et d'honneur, mais indubitablement, inéluctablement, elle comporte de lourdes charges, de lourdes responsabilités. Et j'ai pris le Seigneur de me permettre de faire face à cette responsabilité-là devant la nation entière. Chaque fois que quelqu'un est nommé, il vient en mission. La mission pour servir son pays, pour servir la bonne cause de son pays. Et le Conseil constitutionnel étant l'organe là même qui est appelé à établir la paix, à maintenir la paix et à faire en sorte que les gens vivent dans la cohésion, notre rôle est de contribuer à ce que cela se fasse effectivement. Une confiance que ces élus doivent consolider au fil des jours. Première femme agrégée en droit à 33 ans, doyenne de la faculté de droit à 36 ans, garde des Sceaux à 40 ans, Jacqueline Loès-Oble a le profil qui sied à cette mission. Les autres conseillers aussi, Ali Touré, magistrat hors hiérarchie, 37 ans dans le domaine juridique. Quant à Vincent Kouadiei, ce magistrat hors hiérarchie comptabilise 34 ans d'expérience dans de hautes juridictions. 94 bus réceptionnés par la SOTRA, Société de transport abidjanais, ce qui porte à 407 le nombre de nouveaux bus acquis par la société de transport. De quoi soulager en tout cas les usagers. On en parle avec Ami Sissoko. La SOTRA, Société de transport abidjanais, il y a encore quelques mois disposait de très peu de bus au point d'attrister ses usagers réguliers. Alors soumis à de nombreuses difficultés pour se déplacer à Abidjan. L'État a donc décidé de soulager cette compagnie en renforçant son parc automobile. Des centaines de bus sont alors arrivés au grand bonheur des usagers. Avec l'arrivée des bus, on ne dure plus à l'arrêt. Quand il n'y avait pas de bus, c'était pénible. Il y a des bus. À chaque arrêt, il y a des bus qui passent. Donc ça nous permet de nous déplacer plus facilement. La SOTRA peut et doit faire plus, pense un nombre important de ses usagers éprouvant encore des difficultés à se déplacer. Je suis descendu tout fatigué. Voilà, j'atteins un moyen de transport, le bus pour rentrer à la maison, mais depuis là, je suis là. Souvent, tu peux attendre le bus. Plus de 3 heures, il n'y a pas de bus. Maintenant, lorsque le bus vient, c'est mélangé, il n'y a pas d'ordre. La SOTRA a les moyens de s'octroyer des milliers de bus pour véritablement transporter les Ivoiriens, pour qu'on évite l'anarchie dans laquelle nous nous trouvons avec les BACA ou je ne sais quoi. La SOTRA, elle peut régler le problème, il faut qu'elle en fasse sienne. Pour satisfaire non seulement ses mécontents, mais aussi toute sa clientèle, 94 nouveaux bus, dont 11 bus express, sont arrivés ces dernières 48 heures, qui s'ajoutent aux 313 déjà débarqués à Abidjan. Nous avons un premier projet de 500 autobus en cours de livraison, sur un programme de 2000 autobus d'ici l'an 2020. La première phase est en exécution actuellement. C'est le 7e arrivage. Aujourd'hui, nous sommes à 407 autobus livrés, plus 25 véhicules de soutien, dont quelques mini-cars. Ce projet de 500 bus a démarré au mois de mars dernier. Il va coûter à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA. On poursuit en image avec le 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. 18e anniversaire célébré ici même à Abidjan. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de plusieurs autres personnalités. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Jean-Claude Brou a salué le leadership du royaume sur la scène continentale sous l'égide donc du roi Mohamed VI. Il a également réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à vouloir renforcer sa coopération avec le royaume chérifien. Notez pour rappel que Mohamed VI a été intronisé roi du Maroc en juillet 1999. C'était précisément donc le 30 juillet 1999. Dans l'actualité également, la 2e édition de la Semaine nationale de la propreté. L'opération a été lancée hier, mardi, dans la commune du Plateau. On y va tout de suite avec Grâce
Kando. L'amélioration de la salubrité du cadre de vie et de travail, un pari que veut réussir le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pendant une semaine, les populations seront sensibilisées aux notions d'hygiène dans le cadre de la 2e édition de la Semaine nationale de propreté. Cette période sera aussi le moment de susciter auprès des populations des actions concrètes d'entretien des espaces publics. La propreté est une valeur qui malheureusement commence à être absente de nos habitudes quotidiennes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a accepté que nous puissions faire la promotion de la propreté comme moyen de lutte contre l'insalubrité. Il y a un lien indéniable entre la propreté et la santé. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons les populations aux maladies liées aux mains sales qu'on appelle les manoportées, telles que le choléra. Il faut s'approprier les mesures de prévention pour éviter la maladie. Donc, prévention veut dire propreté, veut dire anticiper sur la maladie. La première édition de la Semaine nationale de la propreté a vu la distinction de 3 communes avec Korogo en tête, Niablé en 2e position et la commune du Plateau pour la 3e place. Nous avons acheté du matériel et on a distribué ce matériel-là à nos chefs de quartier qui nous représentent dans les quartiers. Il y a 19 quartiers. Avec ce matériel-là, effectivement, il y a un comité d'hygiène qui travaille. Des structures œuvrant pour la promotion de la salubrité ont été honorées. L'objectif est de les encourager à maintenir le cap. Grâce Kando signait ce reportage. Avec Jeanne Atoubé, on évoque à présent l'opération de reboisement initiée par le cantonnement des eaux et forêts de Ouangolodougou. C'est dans la région de Tchologo, une opération de planting d'arbres pour donner l'exemple aux populations. Une opération de planting d'arbres qui a mobilisé toutes les populations. Une projection de film montrant le rôle des arbres et de la forêt dans la régulation des climats, la protection des sols, la lutte contre la désertification et le changement climatique. 2 moments forts de la journée de l'arbre à Kawara, durant lesquels les populations ont été exhortées à participer activement à la lutte contre la désertification. Quand on plante les arbres, ça nous permet d'avoir beaucoup de pluie et puis beaucoup de choses. Et puis à la longue aussi, on peut bénéficier. Même si on n'est pas là, nos enfants et puis nos petits-enfants vont bénéficier. Les parents ne jugent pas utile de donner leur terre au reboisement. Donc cette journée nous a permis de leur montrer l'importance de l'arbre, l'importance des forêts pour nous-mêmes et ensuite pour l'environnement. L'orpaillage illicite et l'exploitation abusive de la forêt, deux causes majeures de l'extrême dégradation de l'environnement dans la région, ont été fustigées. L'ONG INAPES et les responsables locaux des eaux et forêts espèrent des populations que celles-ci s'engagent en faveur de la protection et de la préservation de la forêt, spécialement à travers le reboisement. Nous demandons aux populations, d'affecter une partie de leur terroir aux activités de reboisement et de prendre une part active dans les travaux. Le cantonnement des eaux et forêts de Ouangolodougou projette de réaliser 8 hectares de reboisement cette année, car dans cette partie de l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, l'avancée du désert menace et ses conséquences que sont la sécheresse, le tarissement des points d'eau, l'appauvrissement des sols et l'irrégularité des pluies se font sentir. On s'intéresse à présent à la cérémonie de présentation des résultats du projet Leadership, Management et Gouvernement, LMG, un projet qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations, également la formation du personnel de santé contre d'éventuelles épidémies. On fait le point avec Chris Diomandé et Astou Touré. D'un taux de 39% d'accouchement à domicile dans les villages, l'on est passé à 11,87% après sensibilisation. À cela, il faut ajouter plusieurs centres sanitaires réhabilités et équipés. Et ce n'est pas tout. Des prises en charge des patients atteints de VIH et de la tuberculose sont entre autres les résultats du projet Leadership, Management et Gouvernance, LMG, dans les régions du Kabadougou, du Nzi, du Ifou et du Tongpi. Un projet axé sur le renforcement des systèmes de santé décentralisés.
Une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'USAID, une structure américaine. Il faut de temps en temps reconnaître où on était, où on est et les accomplissements pour être encore plus motivés pour aller en avant. Après 6 mois de mise en œuvre du projet, on a vu que les indicateurs de santé ont grimpé. On a vu que les gens sont plus enthousiastes dans le travail, plus motivés. Le personnel de santé a reçu une formation pour lutter contre d'éventuelles épidémies. Le projet LMG constitue un succès dans ces régions. Le projet LMG est venu à point nommé pour permettre à chaque structure de relever les défaillances afin de pouvoir trouver les solutions pour une bonne mise en œuvre des activités. Financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA par l'USAID, le projet Leadership, Management et Gouvernance LMG va s'étendre dans les régions du Bélier, de la Niébitiassa et du Sud Komoui. À Bouaké, capitale du Gbeke, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire lance la 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin. L'événement va réunir plus de 500 femmes entrepreneurs. Ce sera du 15 au 16 novembre prochain. On en parle avec Soro Corona et Kader Sogodogo. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, indique qu'en 2013, sur 800 entreprises créées, 133 appartiennent aux femmes. Ces chiffres traduisent que les femmes ivoiriennes prennent de plus en plus des initiatives. Cependant, cette volonté de participer au développement économique du pays se heurte à des difficultés. Pour faire évacuer nos produits, on a des problèmes. Et le matériel adapté pour la transformation, nous ne l'avons pas sous la main. Les banques disent que les producteurs ne peuvent pas leur donner crédit, que ça dure. Ils ne peuvent pas donner l'argent et puis attendre 1 an pour pouvoir vraiment rembourser. Le manque de confiance en soi, d'éducation entrepreneuriale et toutes ces autres difficultés ont obligé la CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, d'initier les journées de l'entrepreneuriat féminin. Nous ne voulons plus la banque classique, nous voulons la banque autrement, le financement autrement, pour pouvoir faire sur mesure. Il nous appartient de donner la formation adéquate, de pouvoir maîtriser leur business, renforcer leurs capacités en matière managériale. Ces journées se veulent une plateforme de formation, d'orientation, de soutien aux femmes dans le développement, en leur capacité à communiquer sur leurs performances ainsi que sur leurs ambitions. Le lancement de la 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin s'est fait cette année à Bouaké. Un choix pour soutenir les femmes de la région de Gbeke dans leur quête d'autonomie financière. La 3e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin se tiendra du 15 au 16 novembre à Abidjan sur le thème « Innovation financière et quelle place stratégique pour la femme entrepreneur ». Ici à Abidjan, précisément à Yopougon, les retraités au service des personnes analphabètes de la dite commune, une action encouragée par le service autonome de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. La structure leur a enseigné récemment les techniques pédagogiques pour leur permettre donc de mieux faire passer le message. Serge Coléa. 10 jours de formation pédagogique à l'attention des seniors, membres de la Confédération des associations des retraités du public et du privé de Côte d'Ivoire, section Yopougon. Objectif, leur enseigner les techniques pédagogiques afin de leur permettre de se mettre au service des personnes analphabètes. Qu'on soit enseignant, qu'on soit de tout corps de métier, si on n'est pas empêché, si on n'est pas handicapé, vous pouvez toujours servir. Ces retraités qui, pour la plupart, ont exercé dans le secteur de l'éducation pourront ainsi s'occuper sainement et mettre à profit leur riche expérience. Depuis que je suis à la retraite, je ne me suis jamais assise. J'ai fait toujours des formations. En conseiller conjugal, je suis toujours partie, toujours en train de faire quelque chose. On me dit, mais toi, ta retraite, tu ne t'assois jamais. J'ai dit, non, le retraité ne doit pas s'asseoir. C'est maintenant que la vie commence. L'initiative est de la CGRAE, la Caisse générale des retraités des agents de l'État. Nous sommes convaincus que les retraités sont une banque de compétences, vu leur expérience. Et nous réfléchissons, nous nous disons, ce sont des gens que nous pouvons remettre dans le circuit.
Pour mener à bien ce projet, la SEGRAE a fait appel au service autonome de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. La retraite est une grâce et qu'on peut être retraité et mettre toujours ses compétences au service des communautés, au service des concitoyens. Il s'agit pour nous de rendre plus performant ce que nous faisons sur le terrain, de permettre à ces personnes qui sont à la retraite de nous accompagner dans notre combat. Ces retraités seront déployés dans différents centres d'alphabétisation de Yopougon. Leur mission, aider à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire qui est à environ 44%. Hors de chez nous, Joyce Banda, l'ancienne présidente du Malawi, impliquée dans un scandale de corruption, accusée par les autorités malawites, alors qu'elle entend briguer un nouveau mandat à la tête du pays après sa chute en 2013, une chute provoquée justement par cette affaire de corruption appelée Cashgate qui refait surface. De graves accusations pèsent également sur le président brésilien Michel Temer. Le chef de l'État brésilien risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour 6 mois si les 2 tiers des députés décident d'un procès devant la Cour. Les 2 tiers donc décident d'un procès devant la Cour. Ce sont à eux donc de décider, c'est à eux donc de décider, et le sort de Temer est entre les mains du Parlement ce soir. On parle football à présent. La star brésilienne du FC Barcelone, Neymar, a annoncé ce mercredi matin son départ du Barça à ses coéquipiers réunis donc pour la reprise de l'entraînement, une annonce qui intervient après des semaines de rumeurs sur son transfert au PSG. Si ce départ vers le Paris Saint-Germain est confirmé, eh bien c'est environ 222 millions d'euros que le PSG devrait débourser pour enrôler Neymar. On en parle avec Michel Digré. Neymar, la star brésilienne du Barça, avait été le dernier à arriver sur les lieux d'entraînement du club au volant de sa voiture accompagné de 3 amis. L'attaquant de 25 ans est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait, a dit un porte-parole du club. L'entraîneur Ernesto Valverde lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir. Ces dernières semaines, plusieurs médias annonçaient le départ imminent du Brésilien vers le PSG, propriété d'un fonds souverain qatari prêt à payer les 222 millions d'euros, soit environ 144 milliards de francs CFA, le montant de la clause libératoire de son contrat vers le Barça. Sur la toile, les supporters du PSG, eux, sont aux anges. Et ça a été quoi la réponse à votre avis des Qataris? Je connais. 220 millions. Il n'y a pas de problème, monsieur. 220, on va faire le chèque, on le fait tout de suite. Cette somme serait du jamais vu dans le monde du football, bien au-delà du record des 105 millions d'euros dépensés en 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus de Turin à Manchester United. Un commentaire de Michel Digré qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.